Bonjour à tous, sommes le mardi 24 février en ouverture du journal. Nous allons nous demander si Manchester United est en train de connaître une renaissance durable ou si c'est simplement un épiphénomène. Évidemment, l'interrogation vient du match face à Everton. Une nouvelle victoire, même si la manière n'était pas forcément là. On parlera de la valorisation de la Ligue 1 qui vaut désormais pas plus qu'un briquet perdu en soirée. Et c'est pas moi qui le dis, c'est directement les conclusions financières de CVC. Et c'est pas franchement rassurant, même s'il n'y a rien de neuf sous le soleil. On parlera des questions de primes en équipe de France, de l'avenir d'Antoine Griezmann et de celui de João Neves, ou je devrais plutôt dire Joyeux Neves comme disent les Parisiens, et ils ont bien raison. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le journal du jour. Décidément, c'est compliqué cette semaine. Est-ce qu'on est en train d'assister à la renaissance de Manchester United? 6 matchs, 1 match nul, 5 victoires, la dernière en date elle est face à Everton et on peut dire que ça fait plaisir. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu Manchester United enchaîner les bons matchs comme ça. Alors est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est simplement un épiphénomène, une forme qui passera passer les premiers mois de Carrick sur le banc? En tout cas, voici les compositions qui étaient alignées pour ce Everton Manchester United. Le seul buteur n'était pas aligné au départ, il s'agit de Sesko qui est rentré à la 58e, mais il peut remercier Mbeumo qui gère parfaitement un contre où il avait été lancé par Cunha. Et vraiment Mbeumo, je trouve que c'est un joueur qui est impressionnant cette saison. Au cours de cette rencontre, il a évidemment un raté qui marquera les esprits, mais en attendant, il délivre quand il faut délivrer, il est présent quand il faut, ça fait partie des cadres de l'effectif et c'est une immense satisfaction. J'ai pas d'autre manière de vous présenter les choses. C'est un match relativement solide de Manchester United, c'est un match également solide de leur adversaire et finalement tu t'es retrouvé avec une rencontre qui n'était pas passionnante parce que Everton a réussi à annihiler bon nombre d'occasions. Je trouve qu'il y a un symbole qui est assez parlant, c'est le match de Bruno Fernandes où il a souffert du pressing adverse, où il n'a pas eu beaucoup de possibilités de faire parler son habituelle créativité et du coup tu t'es retrouvé avec un match où il y a eu assez peu d'occasions. C'est clairement pas la rencontre où tu vas avoir une démonstration absolue de la qualité de Manchester United. C'est pas le match où tu ressors en te disant que United ça va être un club rouleau compresseur qui va écraser toute la première ligue, mais en attendant c'est encore une victoire et c'est peut-être ça qui est le plus important, c'est qu'en fait Manchester United a réussi à trouver au cours de cette rencontre une solidité et malgré le fait que le match ait été verrouillé, eh bien ils ont trouvé la solution à la fin avec une action qui a été maîtrisée toute en sang-froid. L'impact sur le classement général de première ligue il est également très important parce que vous le voyez, mine de rien ça commence à monter haut pour United. Ils ont désormais 3 points d'avance sur Chelsea et ils ont donc une 4e place intéressante, mais surtout ils sont seulement à 3 points d'Aston Villa et donc du podium. On peut déjà se projeter sur une Champions League l'année prochaine pour United, mais surtout on est dans une forme qui laisse espérer de très belles choses et ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas du côté d'United. Carrick fait des miracles, je sais pas avec certitude si ça durera ou pas, mais une chose est sûre, ça n'avait pas aussi bien marché depuis un moment, donc on peut quand même s'en féliciter. Grande nouvelle, CVC dévalue violemment la Ligue 1 qui ne vaut plus rien, on peut le dire. En fait, c'est pas vraiment une grande nouvelle, tout le monde avait compris que la Ligue 1 était fondamentalement dévaluée, mais quand c'est le fonds d'investissement derrière LFP Media, le même fonds d'investissement qui a sauvé le football français en y injectant 1,5 milliard d'euros il n'y a pas si longtemps que ça, qui dévalue complètement le championnat, évidemment, ça n'a pas le même retentissement médiatique et on va pas regarder ça de la même manière. Alors pour rappel, CVC, ils avaient donc injecter ces 1,5 milliard d'euros dans la Ligue 1 en échange de 13% de LFP Media, la société commerciale, et donc de l'avenir de O3 TV, pour résumer les choses un petit peu grossièrement. À l'époque, ça paraissait comme étant un deal qui était le deal de la dernière chance, le deal de la survie, qui n'était pas intéressant sur le long terme parce que tu te condamnais à verser ad vitam aeternam un droit de péage, une partie de tes revenus, mais en même temps, tu n'avais pas trop le choix parce que tu étais au dos du mur. Sauf que, au pied du mur. Sauf que voilà, aujourd'hui, même pour CVC, le deal, il a l'air incroyablement naze. En fait, il faut avoir en tête qu'à l'époque, CVC avait valorisé LFP Media 11 milliards et ils avaient fait une injection de 1,5 milliard d'euros avec 750 millions de cash. Ce cash, il peut être considéré comme valeur liquidative, sauf qu'aujourd'hui, cette valeur liquidative, ils l'ont réévaluée. À la base, c'était 750 millions d'euros et désormais, ils l'évaluent à 200 millions d'euros. Pour comprendre la valorisation de la Ligue 1 et plus précisément de LFP Media que ça entraîne, je vous mets un petit schéma.
En fait, par rebond, on peut imaginer qu'LFP Media n'est plus valorisé à 11 milliards mais à 2,9 milliards, étant donné que ces 750 millions apportés en cash, eux aussi ont été dévalorisés. Alors dans les faits, c'est pas si simple, le ratio peut pas être exactement les mêmes, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Les droits TV sont désormais estimés entre 150 et 250 millions d'euros par saison pour la Ligue 1 selon CVC. Ça vous montre un peu un potentiel qui a des années-lumière du milliard que nous promettait Vincent Labrune il y a de ça pas si longtemps. Donc si je fais la conclusion au-delà des chiffres, bon ben la Ligue 1 s'était évaluée là auparavant, la Ligue 1 s'est désormais évaluée là maintenant. C'est un déclassement qui se confirme même auprès de celui qui s'était mué en grand argentier du football français avec son apport de 1,5 milliard. C'est une catastrophe qui se confirme à tous les niveaux. Doublement des primes pour les joueurs de l'équipe de France. Alors attendez, avant de sortir l'habituel gna gna gna, les joueurs de foot ils sont trop payés, parce qu'il y a quand même quelques subtilités. C'est à la demande de Kylian Mbappé, le capitaine se fait le porte-parole de son groupe, et le doublement de la prime concerne celle que les joueurs de l'équipe de France vont toucher suite au match face à l'Ukraine et la qualification pour la Coupe du Monde. On dit que ça représente environ 42 000 euros par joueur. Il y a également le staff technique qui va toucher un petit surplus de primes, et si 42 000 euros de prime, ça peut vous sembler absolument énorme. Faut rappeler que pour les joueurs de l'équipe de France qui sont des titulaires généralement dans des très grands clubs, c'est plus ou moins équivalent à un pourboire, aussi fou que ça puisse paraître. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de l'équipe de France, même si c'est pas du tout une obligation, qui versent leurs primes à des associations. Donc on peut pas exactement dire que c'est une pure question d'aller gratter quelques euros qui vont changer significativement leur rémunération. C'est plus une question de négo, de symbole, de jeu d'équilibre et de pouvoir. Et vous savez quoi? Je trouve que cette augmentation de prime, finalement, est plutôt justifiée pour l'équipe de France. Déjà, parce que l'équipe de France n'a jamais autant rapporté. Il y a un contrat avec Nike qui va rapporter à la 3F plus de 100 millions d'euros par saison. C'est quelque chose de majeur. Même les sommes qui sont reversées au football amateur vont augmenter au cours des prochaines années. Donc finalement, si on prend un petit peu de hauteur, les finances du football français liées à l'équipe de France sont plutôt saines. C'est au moins un truc qui marche bien dans le foot français, faut le dire. Et ça, c'est évidemment pas étranger au fait que quand t'as un Ousmane Dembélé qui est Ballon d'Or, quand t'as un Kylian Mbappé qui est une star énorme au Real Madrid et dans le monde entier, quand t'as plein de joueurs prestigieux, évidemment ça attire les sponsors et ça aide l'équipe de France à avoir plus de revenus. Donc c'est normal qu'eux aussi, ils croquent un peu. Donc je pense qu'on peut dire que c'est plutôt logique. Je pense également que c'est un signal qui est plutôt positif dans un monde du foot où le foot de nation recule par rapport au football de club. On peut toujours râler pour X ou Y raison, mais quand on voit tous les scandales qu'on a autour du football français, je pense vraiment pas que ce soit cette petite question de prime qui soit une bonne raison de râler. On a de grandes chances de voir Antoine Griezmann en MLS dès le mois de mars, donc oui, dans seulement quelques jours. C'est le journal de l'équipe, mais aussi le média anglais The Athletic qui nous l'apprend. Le club d'Orlando City aurait acquis la priorité du joueur par rapport aux autres clubs de MLS. C'est un élément contractuel, c'est pas simplement qu'ils sont en avance sur le dossier. Et ça, c'est quand même une sacrée surprise, déjà parce que le délai il est relativement court, on annonce que ça pourrait se faire très très rapidement, mais en plus parce qu'Antoine Griezmann était déjà confronté à ce choix l'été dernier, et qu'il avait choisi l'Atlético Madrid. Regardez-moi sa petite fiche, sa dernière prolongation jusqu'en 2027 date du mois de juin 2025, sauf que voilà, Antoine Griezmann, il a bientôt 35 ans et on peut dire que la situation, elle a changé pour lui du côté de l'Atlético Madrid. Auparavant, il était un titulaire indiscutable du club et désormais, il est devenu un super sub. Alors attention, il a des minutes de jeu, comme vous pouvez le voir, il est toujours présent dans les matchs, il est entrant, il est même souvent titulaire en coupe, pour pas dire tout le temps, et c'est un joueur qui reste très bon et il est vraiment valorisé dans ce rôle de super sub. Mais en attendant, on peut quand même dire que ça symbolise un petit déclassement et finalement la question pour Antoine Griezmann, c'est pas est-ce qu'il va aller en MLS. On sait qu'il en crève d'envie, qu'il aime bien ce pays, que c'est une aspiration qu'il a depuis extrêmement longtemps. Non, la question c'est quand est-ce qu'il va aller en MLS. Est-ce que ce sera dès ce mois de mars, comme ce qu'avance la presse? Est-ce que ce sera au cours du mercato estival? En tout cas, ça a l'air de se diriger de manière de plus en plus imminente, de plus en plus rapide. On rappelle que si Atlético Madrid ne peut évidemment pas recruter au cours du mois de mars, ils peuvent par contre parfaitement vendre un joueur, le céder, donc affaire à suivre pour Antoine Griezmann, mais une chose est sûre, on le verra aux États-Unis tôt ou tard, même s'il ne participe pas à la Coupe du Monde avec l'équipe de France.
Il est l'avenir du Paris Saint-Germain, la direction le sait bien et l'a prolongé jusqu'en 2030. Joao Neves, comme disent certains, prolonge donc son contrat de manière relativement courte, mais je vous rappelle qu'en France, on n'a pas la possibilité de faire signer des contrats de 10 ans aux joueurs, donc évidemment, le Paris Saint-Germain a étendu le bail autant qu'il le pouvait, même si c'était relativement court. Alors pourquoi se précipiter alors qu'il reste de nombreuses années de contrat aux joueurs? Déjà, tu as la volonté de sécuriser autant que possible un joueur qui a l'air indispensable pour l'avenir du Paris Saint-Germain, et puis c'est également l'occasion de le récompenser pour une prestation sportive absolument impeccable depuis qu'il est arrivé à Paris. Il faut rappeler que Joao Neves, quand il est arrivé, ça pouvait être vu comme un petit pari de la part du PSG. C'est un joueur qui avait seulement 75 matchs professionnels avec le Benfica, qui était évalué aux alentours de 55 millions d'euros, et comme vous le voyez, tu l'as payé plus cher, quasiment 66 millions d'euros. Sauf que, il a rapidement prouvé que c'était une valeur sûre, c'est devenu un joueur évalué à 110 millions d'euros en l'espace d'une saison et demie. Il a donc totalement changé de dimension. C'est d'ailleurs le joueur le plus valorisé du Paris Saint-Germain avec son coéquipier et compatriote Vitinha. C'est donc une explosion sportive, une explosion financière, et je pense qu'aujourd'hui personne débattra de la valeur de Joao Neves sur les terrains. En tout cas, c'est quelque chose que le PSG a fait de manière relativement efficace. On sait qu'ils sont lancés dans un grand cycle de prolongation, et je pense que tout le monde à Paris sera soulagé de voir que Joao Neves est bien parti pour rester des années, voire désormais faire toute la suite de sa carrière au Paris Saint-Germain. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, j'aurai justement un focus PSG et la petite analyse avant le match de Ligue des Champions face à l'AS Monaco. J'espère que je vais pas me prendre une petite restriction d'âge comme ce que je me suis pris hier. C'est la deuxième fois que je vous en parle en peu de temps, c'est la deuxième fois que ça arrive en peu de temps, mais je pense qu'en fait je suis tellement explicite sur les warnings que l'outil de sous-titrage automatique voit des mots qui sont un peu des red flags et que du coup la vidéo est limitée, et c'est fort dommage parce que ça fait qu'en fait la vidéo fait que dalle en termes de vues, et que du coup je bosse un petit peu dans le vent, disons-le clairement, et j'ai pas l'impression que beaucoup de créateurs aient ce problème même avec ce type de sponsoring. Donc voilà, j'espère que j'aurai pas ça cet après-midi, parce que je vous assure que c'est absolument déprimant de bosser sur une vidéo, de trouver le sujet cool, d'avoir envie qu'elle soit vue et de la voir se faire kill comme ça. Bref, je vais arrêter de me plaindre, je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17 h. Salut.